I remember, and again, this is, hazy, I was 5 or 6, but I remember the Screen Gems logo coming to me in a dream and just in my face. But it was, in my dream, it was blue. I don't know why it changed color in my dream. Maybe my brain was trying to protect me a little bit from this image. But yeah, it was after me. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de LC Talks où je vous parle d'un sujet qui m'a marqué et je vous explique pourquoi. Et là on touche à un point très particulier de mes passions les plus grandes et aussi les moins connues, qui sont les passions pour les introductions de cinéma. Ceci est l'introduction de cinéma du studio 20th Century Fox de 1994, réalisé par Kevin Bird dans le studio Flip Your Lide Animation Studio. Ils ont fait quasiment toutes les introductions de cinéma d'Hollywood, et Kevin Bird était un ancien producteur de Fox Star Productions, qui était la branche documentaire de la Fox, devenue Star entre-temps. Je prends cet exemple-là parce que le logo de la Fox, c'est le logo qui a pris une trop grosse partie de ma vie. Pas en mal en soi, c'était vraiment très bénéfique, mais il y avait de quoi se poser des questions. C'était vraiment une sorte de fascination sur le logo, de comprendre qui était derrière, savoir ce qu'il y avait dans la ville derrière le logo, et également retracer son histoire, car le logo de la Fox a une histoire terriblement longue sur sa longévité et sur son évolution graphique. Depuis 1935, la base en elle-même n'a quasiment pas changé au final. Si on compare vraiment les deux, malgré l'évolution graphique qu'il y a eu en plus de 100 ans, c'est la même base, si on regarde vraiment tous les détails. Depuis 1935, le logo n'a quasiment pas changé. Alors oui, il y a eu une évolution graphique au niveau de son design, mais en soi c'est la même formule quand on regarde en détail. Et forcément quand il y a Hollywood, il n'y a pas forcément qu'un seul studio de cinéma. Il y en a évidemment plusieurs, comme le fameux Universal que je pense beaucoup de youtubeurs doivent connaître avec la branche UMG, Universal Music Group, qui strike un peu les youtubeurs, tout ça. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un cas très particulier qui s'est passé durant les années 2000, car l'histoire elle est assez intrigante, et ça me permet de m'ouvrir sur une branche que j'aimerais énormément retraiter dans les futurs LC Talks. Sachez que cet épisode est un petit peu spécial, car je vais traiter d'un sujet que très peu de monde connaît, et aussi très spécifique. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous rendre ce sujet intéressant et passionnant, parce que vraiment ce sujet est très particulier, dû à son mystère un petit peu, et aussi des faits assez surprenants qu'il y a autour du logo. Laissez-moi vous raconter l'histoire du S from L, le logo qui a terrifié des générations entières. Alors l'histoire, je vais vous la raconter en fonction des logos chronologiquement parlant. C'est-à-dire que je cherche pas forcément à raconter en détail l'histoire du studio, car elle est assez dense en infos et elle est aussi terriblement longue. Je la résumerai bien entendu parce que c'est très important, mais le point auquel j'ai envie de m'axer, c'est au niveau des logos. Avant de m'axer sur les logos, je vais bien évidemment vous raconter la jeunesse du studio Screen Gems. Toutes mes sources sont dans le Google Doc, dans la description et dans les crédits de fin. Alors Screen Gems, c'est un petit bordel pour être honnête. Il y a des histoires de rachat, de vente, puis de mort. Puis de renaissance, je déconne vraiment pas. L'histoire débute en 1921 où Margaret G. Winkler fonde le studio d'animation très sobrement nommé MG Winkler Pictures pour produire des cartoons dessins animés sous différents pseudonymes, dont Color Rhapsody, Fantasy et Fable. Elle prend ensuite en charge les séries Out of Inkwell et Félix le Chat jusqu'en 1923. Date à laquelle elle s'associe à Walt Disney pour produire Alice Comedies et Oswald le Lapin Chanceux, jusqu'en 1928. Ensuite, je résume un peu parce que là c'est les débuts de la One Again dans le studio. En 1926, Charles B. Mintz rejoint la société après son mariage avec Margaret Winkler en 1924. Le studio change de nom pour Winkler Pictures. Ils produisent toujours des cartoons tels Crazy Cat pour RC Pictures, puis également Oswald le Lapin Chanceux pour Universal Pictures, car oui, les droits de Disney ont été refilés à Universal Pictures. En 1931, le studio déménage à Los Angeles et Winkler Pictures devient The Charles Mintz Studio. Le bâtard, il a niqué Margaret. Ensuite, en 1933, Columbia Picture Corporation, qui connaît bien Winkler Pictures, car ils ont pu collaborer sur des dessins animés depuis 1929, et ils sont tellement potes que Columbia rachète les parts du studio, ce qui fait que le studio devient enfin Screen Gems. Faut prendre en compte que là c'est qu'un nom, on n'a toujours pas de logo fixe pour la société, du coup pour des raisons d'illustration j'utiliserai le logo de 1965. Puis il faut se le dire, dans ce contexte là,
c'était pas la chose qu'il fallait chercher davantage. Cependant, en 1939, Charles Mintz, endetté envers Columbia, finit par leur vendre son studio sous une nouvelle direction, ce qui fait que Screen Gems reste Screen Gems, mais cette fois-ci appartient à 100% à Columbia Corporation. Bon là je vais un peu simplifier, car le studio jusqu'en 1946, Columbia ferme son département d'animation, ce qui fait que du coup, Screen Gems, ils sont un petit peu dans la merde. Du coup, Columbia refile Screen Gems Cartoon à United Production of America en 1948, puis pour le refiler à Hanna-Barbera en 1957 avant de se retirer définitivement de l'animation à la fin des années 1960. Après là, c'est pas vraiment fini. Parce que là on parlait du Screen Gems Cartoon, la branche spécialisée dans l'animation. Et c'est là que, sorti de nulle part, Columbia va faire sa première renaissance de Screen Gems. Et là aussi, c'est assez bordélique. Vraiment, cette histoire, elle est bordélique dans tous les côtés. Je vais faire simple. Ce que je vous ai raconté au début, c'est la partie de ce qu'on appelle Screen Gems Cartoon, le studio qui a été fait pour les dessins animés. Maintenant, laissez place au studio fait pour la télévision. En 1948, Columbia souhaite relancer la filiale Screen Gems, mais pour le côté télévision. Et pourquoi Columbia fait ça? Car sa renaissance est née du rachat par Columbia de Pioneer Telefilm. Vous connaissez? Moi non plus. Et du coup, pour en faire un studio qui sonne bien, ils ont choisi Screen Gems. Comme c'est original. Comme vous vous en doutez, de produire des productions télévisuelles, des téléfilms, et de la distribution du catalogue des films de Columbia Pictures, à partir de 1958. Et c'est aussi à partir de 1952, j'ai volontairement pas fait mention de ça, car c'est à ce moment-là qu'on va avoir le tout premier logo Screen Gems. Et on va se le dire, c'est un peu homemade. Alors oui, je sais très bien, on est en 1952, c'est pas After Peinture qui va te faire le prochain Disney, hein. Mais je trouve que personnellement, ça a son charme. Après, le problème, c'est que ça dégaine, je trouve que ça ressemble beaucoup trop au logo de 1923, je crois, de Warner Bros, qui lui aussi était une grosse peinture. Bah, ça fait vieillot, quoi. Même si on est en 1952, t'as des logos qui claquent comme lui. C'est compliqué de rivaliser à côté de lui, c'est sûr. Le logo va varier en fonction des années jusqu'en avril 1956. Puis le 1er juillet 1956, c'est très précis, j'ai même l'heure, c'était à 15h07, c'est pas vrai. Avery Briskin, vétéran des studios Columbia, fonde Briskin Production, putain ça claque, qui avait pour but de superviser toutes les productions de Screen Gems. Je refais un petit bond dans le passé, le 27 août 1955, où le logo Screen Gems a changé pour ça. Ça, pour moi, c'est la traduction du « Mec, regardez-nous, reconnaissez-nous !» Il va perdurer jusqu'au 24 juin 1960. Et en janvier 1961, Columbia Pictures et Screen Gems Inc. furent scindés en deux sociétés distinctes. Et oui, c'est la séparation, ah là là, triste, on pleure tous. Enfin, pas tout à fait, car le 23 décembre 1968, ils vont fusionner avec sa maison mère Columbia Pictures Corporation, et l'ensemble de l'organisation fut rebaptisé Columbia Picture Industries Inc. Encore plus long, connard. Et le 6 mai 1974, Screen Gems devient Columbia Pictures Télévision. RIP Screen Gems, on pensait pas te voir partir d'aussitôt. C'est très triste de se dire que tu es mort. Sauf que je vous ai menti. Alors, pas tout à fait, je vous ai menti à 50%. On va y revenir. Déjà, prenons le temps de voir l'évolution du logo. Voir si c'est le futur logo qui va dépasser la Fox. C'est faux. Le 3 septembre 1960, bon, on a l'ex-toxique qui est toujours présente sur le logo, jusqu'en juillet 1963. Ensuite, la période un peu chelou en 1963, je dis chelou car... A Screen Gems presentation. On peut justifier la période psychédélique, je sais pas mes couilles, mais on peut l'admettre, c'est un peu chelou de voir ces barres avec ce texte Screen Gems moche. Vous pouvez me sortir tous les arguments du monde, j'en ai rien à foutre. Malgré que je dis que c'est chelou, en vrai le logo a son petit charme, mais... Je sais pas, ils ont consommé des trucs chelous avant de conceptionner ce putain de logo. Et enfin, le 13 septembre 1965, le 5e logo. Et oui, vous l'attendez, c'est le fameux logo. Le logo, il a eu plusieurs versions au cours du temps. Déjà, une version où c'était l'entre-deux entre Technicolor et noir et blanc. Également, les textes changeaient. Il y a eu des variantes sous différents fonds, différents textes. Également, le texte changeait. Le logo en lui-même changeait. Comme par exemple pour la branche australienne du logo qui était celle-ci. T'as pas compris? En fait, les boomerangs, Australie, tout ça. Oh, c'était bien trouvé. Il y a quand même quelques versions sympas et... Ah putain, encore ces textes toxiques. Toute la partie au niveau de ce logo, je vais la développer un peu plus sur le chapitre suivant. Déjà, j'ai envie de parler de Screen Gems à l'heure actuelle. Car oui, je vous ai dit que je vous ai à 50% menti, que c'était mort sans être mort.
Oui, c'est possible. Car d'un autre œil, Screen Gems, bah ça existe toujours. Ce qui est faux parce que la société fut enterrée morte. Mais Sony Pictures Entertainment, tiens, mais je crois les connaître. Si vous avez prêté attention sur le logo Columbia à la fin et surtout au début. Bon, qui c'est ? Bah c'est qui ? Et ce petit texte en bas là, c'est quoi ? Bon, vous le sentez venir, mais en 1989, Columbia a été racheté par Sony Pictures Entertainment. Je sais pas vraiment si vous vous souvenez du logo Sony Pictures Entertainment, il ressemblait à ça. Alors oui, il y a marqué Home Entertainment pour ceux qui ont connu VHS, DVD, Blu-ray à l'époque. Au début de chaque DVD, avant les pubs et les bandes annonces, c'était des logos remix en Home Entertainment ou Home Video. Donc t'avais par exemple le logo de la Fox en Home Entertainment, la Warner en Home Video. Disney c'était un peu unique, mais bref. On n'est pas là pour parler de DVD, là je m'éparpille un peu trop. C'était juste pour essayer de vous faire un petit résumé. Au moins vous le savez. Nous on était à l'histoire de Screen Gems. D'ailleurs j'avais appris pendant l'écriture de cette vidéo que avant que Sony rachète Columbia Pictures appartenait à Coca-Cola. Donc revoyez les films de Columbia Pictures entre 82 à 89. S'il y a du Coca, bah vous savez maintenant. 1989, Columbia a été racheté par Sony Pictures Entertainment et du coup, ils ont le paquet Columbia Pictures Corporation Inc. Encore plus long qu'on a. Et Sony se dit, c'est stylé, je pèse dans le game du cinéma. Mais j'ai envie d'avoir une prod à budget moyen pour produire des films moyens quoi. Et c'est là qu'ils jettent un coup d'œil sur le cadavreski de Screen Gems. Eureka, Sony relance Screen Gems en tant que boîte de prod moyenne le 8 décembre 1998, dont le premier logo pour cette seconde renaissance, encore une fois, fut ce logo, utilisé le 4 juin 1999, où il était fixe bleu. Alors, je sais pas vraiment pourquoi bleu, peut-être qu'être pauvre ça signifie la couleur du bleu, tu me diras, c'est la couleur de la tristesse, et le rouge c'est la couleur du capitalisme. Et ensuite, en 2000, on a ça. Why not? Pourquoi pas? Après avoir jonglé avec cette prod entre mourir, renaître, mourir et re-renaître, il fallait faire une intro qui met en valeur bien le logo. L'intro a été réalisée par Brian Toms et Miles Vignol du studio Helium Productions. Le logo restera longtemps car, ouais, pourquoi se faire chier à changer le logo d'une prod moyenne alors qu'on a Columbia Pictures? Il y a eu également pour certains films produits par Screen Gems des variantes du logo rouge, comme dans le film No God Did de 2014. Et là, à mon goût, je trouve que c'est un peu plus logique de le mettre en rouge, car le logo, quand il a été confectionné, il était rouge de base. Et de voir que ça switch de couleur, c'est assez étrange. C'est comme voir Coca-Cola switcher avec le bleu. Donc switcher avec la tristesse. C'est assez étrange, car Screen Gems, en termes d'identité, je comprends rien. Car ils ont ce logo que je vous ai passé, mais également des fois ils changent avec ce second logo datant du 22 juillet 2011, réalisé par Picture Mill. Déjà qu'il est pas très stylé, Sony s'amuse à switcher entre les deux logos. En fonction des prods, je sais pas si ce logo est censé signifier qu'il y a eu du budget ou pas. J'en ai très clairement aucune idée. Enfin, je sais pas, sois fixe sur son identité, tu vas pas voir le logo de la Fox switcher avec un autre logo qui n'a rien à voir. Après, y a que moi pour me plaindre de ce genre de choses. Et en soi, c'est la fin de l'histoire du studio Screen Gems. C'était une très belle histoire de thunes de grands milliardaires, mais j'ai oublié où j'en étais, moi. Ah oui! Le logo qui a terrifié des générations entières. Le logo Screen Gems de 1965 va avoir un grand impact culturel sur internet, au début des années 2000 dans la communauté des logos. Oui, sur internet, il y a toutes les communautés qui peuvent exister. Je vous raconterai un peu plus tard c'est quoi cette communauté un petit peu en détail, car putain, même moi en étant dans cette communauté depuis 2012, j'ai vu des choses parfois très créatives, et parfois juste chelou en fait. Pour retracer l'effet de pourquoi le S fut surnommé The S from Hell, traduit en le S venant de l'enfer, mais pourquoi au juste? Les plus vieilles archives remontent en 1998 dans des forums de discussion au sujet de topics qui étaient qu'est-ce qui rend vraiment effrayant un closing logo? Alors pour récapituler, un closing logo, pour ceux qui savent pas, ce sont des logos de fin à la fin des téléfilms ou des séries, comme par exemple à Tout hasard, où après les crédits de fin passés, on a ce genre de closing logo. Chut.
Voilà, c'est ça un closing logo. Également, ça peut être aussi au cinéma, les logos à la toute fin des crédits avec les mentions de distribution par Warner ou autre. Un contrario d'un logo opening qui est lui en toute logique est un logo d'introduction au début de films de cinéma. Et la personne nommée Walker Tatum poste ce message dans le forum. Parmi tous les logos de fin d'émission qui ont été diffusés à la télévision, quel est l'élément qui les rend effrayants? Le logo, les images en eux-mêmes, même s'ils sont animés, l'animation, la musique, les effets sonores? Veuillez donner des raisons détaillées et quelques exemples. Et un certain Tigrohan dit ça. Le logo Screen Gems des années 50, avec sa fanfare orchestrale effrayante, qui me faisait mouiller mon pantalon quand j'étais petit, et qui a été toujours ajouté au court-métrage de Three Stooges que j'adorais à l'époque. Il y avait aussi l'étrange logo SG de la fin des années 60, avec sa musique inquiétante, jouée sur un proto-synthétiseur. Sony a ressuscité ce logo et le nom Screen Gems dans le film Arlington Road, mais comme je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'ils ont également utilisé la musique. On pourrait citer l'exemple des logos qui apparaissent en gros plan, comme le bouclier Warner Bros. Dans les Looney Tunes. Ouais. C'est pas des blagues, ce logo a véritablement mis mal énormément de gamins. Ça peut paraître vraiment anodin alors que ce logo a vraiment fait flipper un bon nombre de téléspectateurs un peu trop jeunes à l'époque. Faut prendre en compte que si le gamin avait 5 ans en 1965, il en a 33 en 98. Et après cette réponse, beaucoup d'autres personnes vont ramener le même témoignage que ce logo leur a fasciné et terrifié en même temps. Toujours en 98, les gens vont faire mention d'un autre logo qui est le V of Doom, traduit en le V de la mort. Ouais, le V of Doom, qui est en vérité le logo de Viacom de 1971 à 1976. On peut également noter la similitude entre les deux logos, ce qui est pas énormément étonnant parce qu'on est à peu près dans la même période des productions de logos en celluloïd, ce qui peut être tout à fait normal que les deux logos ont à peu près les mêmes caractéristiques. Mais justement, s'ils ont les mêmes caractéristiques, bah logiquement, si on suit la logique du logo As From Hell, lui aussi a fait flipper énormément de gamins. Vu la similitude entre les deux, vous vous en doutez que des gens dans les années beaucoup plus récentes se sont amusés à en faire des crossovers, à en faire des fictifs en mélangeant les deux logos. Enfin bref. Viacom, je vais pas trop m'attarder dessus, car elle aussi c'est un gros bordel, et surtout même jusqu'à très récemment dans les années 2010, il y a eu pas mal d'histoires, mais je vais vous faire un petit résumé. En très gros, c'était un studio de distribution de téléfilms et des séries CBS. Bon, en vrai on peut s'arrêter là. Le logo a subi pas mal d'évolutions durant ces années, des idées que j'aime beaucoup personnellement et d'autres qui me rendent très très nostalgique. Viacom, vous avez sûrement dû le voir dans la merveilleuse introduction de Paramount de 2004. Ouais, c'est là, c'est marqué là, en tout petit, qui est toujours mise à l'honneur, encore actuellement. Même si en soi Viacom ça n'existe plus, mais bon, comme je vous ai dit, je ne vous raconte pas trop l'histoire, parce que c'est parti un peu trop en couille. Et si je vous fais mention du logo Viacom, déjà pour la similitude entre le logo Screen Gems, mais également pour ouvrir une branche sur d'autres logos. Car étonnamment, le As From Hell va ouvrir une branche sur internet où d'autres gens vont mentionner d'autres logos qui a terrifié énormément de gosses. Je vais prendre cas par cas et traiter plus ou moins de pourquoi ces logos ont pu faire peur. Primo, vous le connaissez sûrement, il est très 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 populaire. Et oui, même moi je suis étonné que ce logo a pu terrifier des gosses. En même temps pas trop, mais bref, le logo THX. Je sais que Feldup il en avait parlé il y a 2 ans du logo THX. Je vais pas reprendre à 100% ce qu'il a pu dire à peu près, car il en fait juste mention. Mais oui, d'un côté je peux comprendre que des gosses un peu trop jeunes et sensibles ont pu être traumatisés. J'abuse un peu. On peut être marqué par ce logo négativement, car l'utilisation de ce qu'on appelle le deep note, littéralement note grave, sans déconner, ce côté loin qui se rapproche petit à petit pour te gueuler dans la gueule,
je peux comprendre que des gosses ont été terrifiés par ça. Après moi perso, avec ce son design et ce look très simple du logo, bah moi j'étais tombé sous le charme de ce logo. Sans déconner, en 2019 j'ai retrouvé une parodie du logo renommée en TOX. Ouais, en 6 ans je n'ai toujours pas changé. En troisième logo, c'est un logo qui mérite lui aussi son histoire à lui tout seul parce qu'il a un background très particulier sur internet, car il a eu un impact tellement grand sur internet. C'est le logo Class Kick Supo. Les gens, quand je vous dis que ce logo a eu un impact grave sur internet, je ne dégote pas. Vraiment, quand je dis un impact grave, c'est dans les deux sens du terme. Entre le côté des gens ont été terrifiés par ça, et d'autres sont devenus ultra fans de ce logo. Vraiment, faites-y l'expérience. Sur internet, prenez le temps de chercher Classic Supo logo, vous allez péter votre crâne. Ce logo fait partie d'une communauté qui a des années d'histoire et de dérives également. Il fait partie de la communauté Logo Editing. Vous savez pas ce que c'est la communauté Logo Editing? C'est ça. J'arrive pas à croire que je vous en parle enfin. Ça fait des années que je voulais en parler parce que c'est un phénomène très étrange sur internet. Enfin en tout cas l'un des phénomènes les plus grands mais aussi les plus inconnus quand des personnes qui sont pas vraiment investies pour essayer de chercher. Car j'ai vu ce genre de montage en 2012 sur YouTube, car t'as des gens et parfois de très jeunes personnes qui s'amusent sur Vegas Pro, un logiciel de montage, et font ça toute la journée. C'est-à-dire à rajouter des effets sur le logo, des effets sonores, des effets distorsion, des effets négatifs, des effets en veux-tu en voilà, tout ce que tu veux, tous les effets du monde, G major, tout, sont mis à l'intérieur. Et Classic Supo, c'est le représentant de cette communauté. Franchement, je déconne pas quand je dis que cet impact est grand. Ça peut taper des fois les 2 millions de vues facile. Et malgré le fait que ça fait plus de 12 ans que je suis dans cette communauté, la réponse à ce nombre de vues, je ne l'ai qu'à moitié. Et mes réponses, ce ne sont que des théories, en fonction de l'expérience que j'ai pu avoir sur internet. Car si vous me connaissez pas, bah bonjour, j'ai une vidéo à mon actif qui a fait 13 millions de vues. Et cette vidéo est très simple, c'est une compilation du logo de Century Fox que je me suis amusé à détruire sur Blender. Et c'est une compilation que de ça. Paye ton succès, vraiment. Et j'ai fait 13 millions de vues juste sur ça. J'ai des milliers de commentaires, j'ai pas mal de dislikes, pas mal de likes. Comment ça se fait? Et ma réponse à ce nombre de vues qui explose d'année en année, sur des trucs qui paraissent anodins, voire assez bizarres, ma réponse à ça, c'est que ce sont des enfants qui regardent ça. La plupart du temps, ce sont des enfants qui ont des troubles autistiques. C'est pas une insulte, hein. C'est juste une remarque que je me suis fait sur les années, sur le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer dans cette communauté, sachant que la plupart viennent d'Amérique du Nord, et trop souvent, ce sont des très jeunes enfants. Et dans un sens, je me compte un peu dedans parce que tu vas pas forcément trouver de tous les coins de rue un gosse qui est passionné du logo de la Fox, qui va te le regarder pendant 4 heures et connaître toutes les dates par cœur, connaître toute l'histoire du logo par cœur. Il n'y a pas deux personnes comme ça dans la même ville en fait, hein. Car moi, sur ce que je ressens et sur les théories que je peux avoir, c'est ce côté du logo qui impressionne le gamin. Après un dessin animé, la plupart du temps. Et moi, c'était mon cas avec les Simpsons par exemple sur W9, où il y avait le logo de la Fox. Puis après, il y avait les jingles W9. La boucle est bouclée. Car ouais, je suis devenu un fan du logo de la Fox et W9 en même temps, grâce aux Simpsons. Encore une fois, la boucle est bouclée. Et quand t'as ton logiciel de montage pour la première fois et que tu as ton petit file MP4 du logo, et de pouvoir modifier, entre guillemets, créer ses propres versions de notre logo préféré, ça crée comme un boom dans le cerveau du gamin. Et c'était un peu mon cas avec le logo de la Fox. Car c'était grâce à lui que je pouvais toucher à du Blender pour la première fois en 2017. Car on pouvait créer gratuitement des templates du logo de la Fox où on pouvait modifier les textes comme le logo de Matt Waker, qui était très connu à l'époque dans cette communauté, où tout le monde sur internet s'amusait à faire leur propre version. La plupart du temps aussi c'était des parodies où on cassait juste le logo. Et pour moi c'est ça l'explication. D'avoir la possibilité de pouvoir s'amuser avec notre logo préféré, de faire ce qu'on veut de notre logo préféré. Sachant qu'en plus, vu que c'est quelque chose de très peu répandu, parce que vraiment c'est pas à tous les coins de rue que tu vas trouver des gens comme ça. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est juste que avec mon passif, où j'étais très jeune et que j'étais passionné par ce logo, où j'avais du mal à forcément trouver une personne à peu près comme moi, et forcément t'avais internet où t'avais des gens qui pouvaient être comme toi. Quand t'avais le moyen gratuitement de pouvoir faire ça et t'amuser, bah ça crée un boom quoi. Et également ça crée des communautés à part entière où ils sont énormément. Je sais qu'il y en a beaucoup, et notamment bah, le nombre d'abonnés, une bonne partie font partie de cette communauté et qui me suivent, et notamment quelques Français. Je leur fais coucou. Et évidemment, vous vous en doutez que ce genre de communautés se font assez vite juger sur leurs choix, sur leurs passions, qui peuvent paraître bizarres de la part d'autres gens qui se pensent supérieurs.
Voilà, c'était bien beau de vous parler de tout ça, mais en soi, Klaxxi Xupo. C'est quoi? Eh bien, Klaxxi Xupo le studio, c'est un studio fondé en 1981 par Ariane Klaxxi et Gabor Xupo. Et leur activité était de produire des dessins animés, comme en 1987, où ils ont travaillé sur le Tracy Luman Show. Vous la sentez venir là. Où ils se sont occupés des dessins animés d'une famille jaune devenue les Simpsons en 1989. Et oui, encore une fois, tout est lié. Ils ont également dessiné les 3 premières saisons entièrement avant 1992, la date où c'est Filmroman qui prendra le relais. Je vais pas non plus mentionner tous les dessins animés que Klaxxi ont fait, mais en très gros, ils ont fait les Razmoquettes et un peu de Bob l'éponge. Je sais que je m'égare beaucoup dans ces histoires, mais c'est la première fois que je peux vous parler d'un sujet très de niche que vraiment personne n'a pu parler parce que d'un autre œil ça paraît très étrange alors qu'en vrai ça peut être explicable de pourquoi des gamins ont pu être passionnés par ça et encore actuellement où je m'approche de mes 18 ans. Et je vous ai gardé le dernier logo qui a pu marquer énormément de gosses et c'est notamment le logo qui est très souvent ressorti dans la sélection des logos Scaries qui sont les 3 logos entre le Screen Gems et le V of Dome et le troisième c'est celui que je vais vous parler, c'est le logo BND. Bon, vu que le N est retourné, c'est de la traduction russe, c'est le logo vide, et vide, c'est ce logo. C'est l'un des logos qui a pas mal mis mal beaucoup de gens l'ayant découvert à l'époque. Je dis découvert car sur internet, c'était plus le côté Amérique du Nord qui était terrifié par ce genre de choses. Vide est très peu connu. Bon, c'est sûr, ça vient de Russie, ça vient pas de chez nous. Vide est la signification de Взгляд и другий. qui est traduit en français, vu et autre. Alors l'histoire de ce studio est vraiment très étrange. Pour vous dire, son fondateur a été assassiné par une balle dans son appartement, dont à ce jour, les meurtriers n'ont jamais été retrouvés. Ça pose le ton, hein. C'est véritablement lunaire comme histoire. Vide est une société de production télé russe, leur logo a subi pas mal de variantes avec les années, mais ça change pas le fait qu'il soit aussi toujours terrifiant, hein. Jusqu'en 2013 où il y a eu une petite amélioration. Телекомпания «Вид» представляет. Mais bon, ça hante toujours tes cauchemars, hein. Puis en 2017, nouveau logo. Ça fait du bien. Là, ça respire la joie, la bonne humeur, et pourquoi t'as une grenouille sur ta tête? What the fuck? Mais en soi, le logo vide des années 90 restera comme l'un des logos les plus effrayants et chelous des logos closing, selon une partie d'internet. Voilà, c'était bien beau de vous parler de tout ça, mais j'ai pas répondu à la question de pourquoi est-ce From Hell? Car ouais, c'était censé être une vidéo sur Screen Gems à la base. Après, je me suis un peu trop égaré, mais c'est parce que le sujet est très intéressant. Principalement parmi toutes les histoires que je vous ai racontées, Screen Gems c'était celui qui revenait énormément des témoignages d'enfants de l'époque. Il revenait souvent dans les forums de discussion, et même sur YouTube, tout le monde en parlait que de lui. Et tellement ça a pu prendre de l'ampleur, pour vous dire jusqu'en 2010, durant la période du Sundance Film Festival, un documentaire de 8 minutes traitant du sujet The S From Hell. Alors, je vous passerai que quelques extraits du documentaire, parce que pour être honnête, c'est un film très chelou, très expérimental. The music was music of nightmares. It's the kind of stuff that you would wake up from a nightmare screaming. It was so horrific. C'est assez dingue de voir que ça a pu prendre des proportions assez folles sur un logo qui peut paraître juste inodin, qui a un design assez classique, assez sympa, mais ça a terrifié énormément de gens. Do you remember specifically when the Flintstones were done and the theme music was over? I knew the exact spot. I remember specifically running away from it and hiding behind the couch. Vous vous en doutez que ce genre de choses sur internet, ça donne des idées à des gens, notamment des idées très créatives, notamment des fictifs comme celui de SLN.
aussi des mashups de logos, Viacom et Screen Gems, comme je l'ai mentionné, et notamment des remakes. En soi, voilà, hein, sur internet, tout le monde le prend à peu près comme une histoire ancienne, au point d'en faire des parodies, des fictifs, des reproductions. Mais après à vous avoir raconté tout ça, pendant l'écriture de la vidéo, il m'est venu une question. En soi, c'est une question qu'on peut se poser naturellement, car après avoir essayé de trouver des gens qui ont pu être marqués négativement par ce logo, voir des témoignages sur internet, essayer de rassembler les divers témoignages que j'ai pu retrouver et d'autres que j'ai pu essayer d'avoir, bah sur le coup, je suis assez perplexe. Pendant l'écriture de la vidéo, je me suis quand même dit, mais c'est pas un hoax, toutes ces histoires? Et ma réponse à tout cela, c'est un mélange des deux. En gros, je pense que des gens ont pu être marqués négativement par ce logo en fonction de son aura particulière qu'il peut avoir autour, notamment avec le synthé et tout ça. Et il faut prendre en compte qu'on est dans une période des années 60. Le film d'horreur qui était très souvent ressorti, qui est notamment le plus connu encore à aujourd'hui, qui était interdit au moins de 21 ans à l'époque, c'est le film Psychose, et notamment que c'est une autre société, une autre façon de consommer, une autre façon de penser, qui fait que du coup ce logo, ça a pu marquer des gens, soit positivement, soit fascination, soit négativement. Comme dans le documentaire, ça cherche à montrer les témoignages des gens qui ont été traumatisés par ce logo, mais ça peut très bien être déformé avec le temps, voire même abusé par les réalisateurs du film. Ce que je cherche à dire, c'est qu'avec le contexte de l'époque, pour moi, je peux comprendre que des gens ont pu avoir peur. Mais il faut instaurer une certaine nuance, parce qu'il faut pas non plus dire que ça a été un traumatisme. Pour moi, c'est en fonction des sentiments de chacun. Quand t'as un gamin très très jeune qui commence à découvrir la vie, à avoir l'odorat, à avoir la vue, tout ça, avoir les petites sensations, les petites façons de... Waouh, je sens de la peur, waouh, je sens de la joie, waouh, je sens du malaise, je sens du dégoût. Et ce logo, malheureusement, ça a pu avoir ce ressenti-là pour certaines personnes à l'époque. L'imagination des gamins à l'époque, parce que ce qui était souvent ressorti, c'était que le logo... Ici, c'était l'œil de Satan. Enfin, c'était plutôt l'œil d'un démon. Et c'est pour ça qu'il est surnommé dans toute la communauté The S from Hell. Le S qui vient de l'enfer. Après là, là c'est assez tordu, mais c'est en fonction des témoignages de chacun que j'ai pu lire, c'est souvent ressorti ce genre de choses. Il se peut que des choses anodines qu'on peut voir nous à l'heure actuelle a pu marquer négativement énormément de gamins. Après, c'est que des suppositions que je fais. Mais je suppose que vous avez pu être marqué par des choses très anodines à l'heure actuelle, ou même des choses que à l'époque on pensait pas forcément terrifiantes. Alors que vous, quand vous avez eu 3-4 ans, bon, ça demande à se creuser un peu la tête, vous avez pu être marqué négativement par quelque chose, par un dessin animé quelconque, alors que c'était pas destiné à faire peur aux gamins. Souvent dans les émissions LC Talks, j'essaye à peu près d'apporter certaines de mes expériences, sauf que moi personnellement ce genre de choses m'ont pas marqué négativement, car pour tout vous dire, moi et l'horreur c'est une grande histoire d'amour. Je joue à Ice Horror Game depuis que j'ai 5 ans. Voilà, vous voyez à peu près le topo. Sans compter les autres histoires que je vous ai racontées, ils ont le même lien. Toutes ces histoires me laissent penser que nous tous, on a pu être marqués par des choses anodines, voire normales, après un certain âge passé, mais pour plusieurs raisons, entre la fascination, la joie, la peur, le dégoût, le malaise, et grâce à Internet, on a pu en voir de toutes les sortes, mais surtout les pires. The world may never know the exact reasons to why these logos are so scary, but one thing's for sure. Something in our minds, deep within our memories, has flipped a switch in our heads and triggered a fear that we can't fully explain. We suffer from logophobia. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle aura mis du temps à sortir parce que je me suis beaucoup creusé la tête pour essayer de rendre le sujet intéressant. Après, je sais qu'il y a eu des moments où ça a pu être un peu ennuyant ou quoi. Si c'est le cas, j'en suis désolé. J'ai essayé de rendre un sujet anodin, intéressant et passionnant parce que vraiment, c'est tellement peu traité dans le monde, mais vraiment dans le monde. Même dans le côté Amérique du Nord, il n'y a pas énormément de youtubeurs qui font du storytelling là-dessus parce que comme j'ai mentionné, quand tu le regardes d'un autre œil, tu te dis ils sont chelous ces gamins, qu'est-ce qu'ils font? Alors que perso je trouve que c'est une passion comme une autre. Sauf que vu que c'est une passion un peu plus atypique, du coup les gens ils se permettent beaucoup plus de juger comme des petits fils de pute. Je me suis un peu trop emporté là, mais c'est juste que ça m'énerve beaucoup trop les gens qui jugent sans forcément connaître la personne. Et j'espère que ce sujet très de niche vous aura plu. Moi en tout cas c'était un plaisir de l'écrire, de la tourner et de la monter, je sais pas, mais en tout cas je vais faire le montage. Si vous voulez donner un avis constructif, l'espace commentaire est fait pour vous. Merci de me suivre pendant si longtemps. J'espère que l'attente a valu son coup pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut à vous.